sociale. Dans certains cas au moins, elle peut être mobilisée au service d'un idéal supérieur de réinsertion sociale ou de restauration du lien social. Autrement dit, la présence du bandeau permet à la justice d'assumer sa fonction longue de pacification. L'inscription du contentieux dans un espace public institué induit ainsi une forme salutaire de distanciation, de désimplication, qui contraint les protagonistes à traduire leurs prétentions et leurs griefs dans le langage plus formel de la loi commune et qui va les engager sous le contrôle du juge à eux-mêmes opérer un début de distanciement par rapport au déchaînement de la colère. Il s'agit alors pour eux de justifier leur point de vue d'une manière qui soit aussi audible et convaincante pour l'autre partie, le juge, et puis n'importe quel autre. Ce léger décentrement permet d'amorcer un début d'universalisation et de désintéressement des points de vue exprimés. Traduisant ce que la grande philosophe allemande Hannah Arendt appelait une forme de pensée élargie, l'instance du jugement. Pour Hannah Arendt, c'était ça. Juger, c'était être capable d'élargir sa pensée, de se mettre à la place de l'autre. Eh bien, l'instance du jugement s'élève alors à l'exercice difficile qui consiste précisément à se mettre à la place de l'autre. Situé en position médiane dans mon tableau, à la charnière de la vengeance et du pardon, et de façon plus radicale au point de tension maximale entre les deux points extrêmes, la violence et l'amour, située dans ce juste milieu, la justice instituée représente le compromis fragile et toujours renégocié entre une logique d'équivalence qui était celle du talion et une logique de surabondance inspirée du pardon et finalement de l'amour. J'en viens alors à la quatrième instance, l'instance du pardon, qui suppose quant à elle le franchissement d'un nouveau seuil qualitatif, à vrai dire radical. S'il est vrai que le pardon ne peut être que gratuit, au double sens où il ne peut jamais être imposé, et aussi au sens où il ignore tout souci d'équivalence et de réciprocité, si cela est vrai, alors il s'inscrit dans une logique que l'on peut qualifier de transcendante, et j'opposais tout à l'heure la logique immanente, de logique transcendante ou quasi divine. Que deviennent alors nos trois symboles de justice ? Eh bien, c'est l'indice d'un changement radical de niveau. Nous voyons que le glaive et la balance ne sont plus simplement réinterprétés comme dans les étapes précédentes, mais que nous n'en avons plus besoin. Le glaive et la balance disparaissent. Le glaive qui tranchait et séparait n'est plus utile dès lors qu'il s'agit de rapprocher et de relier. Quant aux minutieuses pesées de la balance, elles sont emportées dans une logique supérieure, celle du don et du pardon. Seul subsiste alors le troisième symbole, le symbole du bandeau, signe du regard intérieur et du désintéressement qui ne compte pas, signe du détachement, non pas au sens de la passivité stoïcienne qui subit les coups sans broncher, mais au sens actif d'anticipation d'une réconciliation génératrice de profit mutuel. Finalement, cinquième étape, on l'aura compris, ce pardon s'abreuve lui-même aux sources insondables de l'agapé, l'amour, figure ultime de mon tableau, un amour dont la sagesse populaire nous rappelle qu'il est aveugle, comme l'est la justice, chaque fois qu'elle parvient à s'élever au niveau des exigences de sa fonction longue. On le voit, la dialectique de la justice, entre violence et pardon, glaive et bandeau, la dialectique de la justice ne se ramène en aucune façon à un alignement sur ces pôles extrêmes ou à une confusion informe de leurs exigences respectives. Et c'est pourquoi aussi la littérature qui souvent se fait l'écho direct, soit d'un côté des débordements de la violence brute, soit de l'autre côté des élans désintéressés de l'amour, c'est pourquoi la littérature entretiendra toujours des rapports d'interpellation critique à l'égard de l'œuvre de justice. L'œuvre de justice qui est la justice humaine,
qui est une œuvre assurément moins sublime que les promesses de l'agapé et moins efficace assurément que le règlement expéditif des différends par la force et la violence. Et c'est pourquoi aussi le symbole qui est vraiment spécifique de la justice, le plus central, est celui de la balance. Dès lors qu'elle partage la justice, le symbole du glaive avec la vengeance, nous l'avons vu, et qu'elle partage avec le pardon le symbole du bandeau. Mais celui qui lui est vraiment spécifique, c'est la balance. Et cela ne doit pas nous étonner dès lors que la nature la plus fondamentale du droit est la mesure. Le droit, c'est la mesure, au sens du juste rapport entre les personnes et les choses, d'ordonnancement général de la cité et aussi d'inscription dans la durée. Il s'agit alors de la mesure au sens quasiment du rythme musical. Et je termine tout à fait en disant ceci. La littérature, par ses salutaires interpellations, empêche ce formalisme juridique de se refermer sur lui-même. La littérature rappelle toujours aux juristes ces paradoxes constitutifs. La littérature lui dit que si la justice n'existe qu'à s'arracher à la violence originaire, cette justice serait cependant dérisoire si elle ne pouvait brandir le glaive, et donc une certaine forme de violence, à l'appui de ses arrêts. Mais elle lui rappelle aussi que s'il est vrai que le droit ne pourrait construire des règles générales sur une logique radicale de non-équivalence, le droit ne progresserait jamais s'il n'était inspiré, au moins en certaines occasions, de la folle surabondance du don et du pardon. Je vous remercie de votre attention. Je m'excuse d'avoir été trop long. Merci à vous. Muito obrigado, doutor François. Professor Leonel, quero lhe perguntar o seguinte, essa questão envolvendo a vingança, o sentimento da vingança ao ver a justiça ser feita. A vingança e a justiça convivem desde sempre, professor. Você pode pegar aqui o microfone? Sim, gostaria, antes de mais nada, de cumprimentar o professor François Host, sua brilhante exposição. A questão da justiça foi muito bem escolhida, tendo em vista a nova escola de direito da Unicinos, pois a justiça é um dos temas mais importantes que ainda existe no século XXI. E Monsieur François Host trabalhou a justiça a partir de uma perspectiva simbólico-literária, onde ele relaciona, desde o seu famoso livro do Tempo do Direito, essas questões da justiça com o perdão e com a vingança, num primeiro momento, e relacionando esses símbolos com os símbolos tradicionais da justiça. A balança, a espada e a venda, a justiça cega. Então, de alguma maneira, dentro da literatura se pode encontrar toda uma série de interpretações que podem permitir uma institucionalização diferente do que é a sociedade do direito a partir dessa releitura. Então, a vingança é um tipo de justiça que se mantém desde o início do direito, a partir de uma expressão que vem do Paul Ricoeur, de uma triangulação entre um G, um T e um il, e a justiça, de alguma maneira, num primeiro momento, ela é muito mais um tu, um outro que se vinga, que reage e que se procuraria um certo perdão. Não chega a ser uma justiça mais avançada de um il, de um ele. Isso é algo que não muda, né? Isso é do ser humano, né? O sentimento de vingança sempre vai existir, né, professor? O sentimento de vingança, ele é privado. O Monsieur François Host trabalha sempre a distinção entre o direito oficial, o direito mais
institucionalizado e um direito não oficial, um direito mais privado. Então, num momento histórico da literatura da antiga Grécia, como ele comenta, esse direito é muito mais pessoal. O avanço do surgimento de um direito um pouco mais moderno permite que um terceiro possa decidir e, a partir daí, avançar além desse aspecto da vingança para uma questão que se encaminha em dois momentos: uma justiça ainda privada do perdão, mas uma justiça mais pública, onde o perdão seria obtido por meio de um terceiro. Professor Barreto, o Dr. François citou aí Shakespeare, Kafka. O que a gente pode encontrar na literatura brasileira de exemplos para incluir nesse mundo jurídico, nesse mundo do direito? Você pode ter diversos exemplos, né? Você tem o Machado de Assis, você tem o Graciliano Ramos, você tem com a questão da terra, por exemplo, o Guimarães Rosa, você tem aqui no Rio Grande do Sul o Érico Veríssimo, cuja obra perpassa com as questões de indagações do justo e do injusto, né? Em suma, a literatura brasileira, como toda a literatura, ela deságua sempre numa indagação fundamental, numa indagação radical do ser humano, né? O que é aquilo que é justo e do que é injusto, do que é o certo e do que é o errado. Bom, alguma participação do público? Parece não, né? Fazer encaminhar para o encerramento, então. Queria deixar um último espaço para a manifestação, uma última manifestação, professor Leonel. Se pode dizer que o professor Ost, no final da sua exposição, ele avança além desse aspecto do perdão, da vingança, para uma ideia que eu pensei trazer hoje, semelhante a um professor nosso que faria aniversário por esses dias, que é o professor Luiz Alberto Vará, que é a ideia de amor. Aparece uma justiça também relacionada com o amor, além do aspecto mais triangular tradicional. O professor Osso dialeticamente coloca uma violência mais bruta, mais pura num primeiro momento, do oposto uma ideia de amor. E por isso ele trouxe no final de sua exposição Hannah Arendt, né, como uma pensadora que coloca o perdão e a solidariedade como uma maneira pública e social de se avançar essa questão da justiça, além desse aspecto primitivo da vingança, né? Uma justiça mais voltada a um simbólico instituinte de uma outra realidade, onde se possa, de alguma maneira, construir algo diferente. Bom, vou deixar o doutor Barreto fazer o encerramento, passar a palavra agora para o doutor François fazer sua última manifestação. Doutor François, reiterando aqui o agradecimento da sua presença hoje à noite aqui. Tem microfone? Doutor François. Fazer uma última manifestação, doutor. Não, doutor, por favor. Senhor, uma última manifestação, um agradecimento para a gente já encerrar esse programa Debates TV Com. Merci de me donner la parole pour clôturer cette manifestation. Je voudrais dire que j'avais raison de dire que mon tableau était incomplet comme un tableau de Mendeleïev et que je serais très heureux de revenir parmi vous et d'améliorer ma connaissance de la langue portugaise pour pouvoir lire les merveilleux auteurs que le professeur Barreto vient de citer et pouvoir faire la même conférence mais enrichie à l'aide du patrimoine culturel brésilien que nous avons tellement de raisons d'admirer. Et donc, je souhaite véritablement bonne chance et de longues années à cette école de droit qui naît ou renaît aujourd'hui avec le magnifique objectif de former des juristes pour demain, des juristes qui soient des techniciens, mais aussi des citoyens responsables pour construire le Brésil tourné vers le futur et responsable dont parlait le père recteur. Bon. Professor,
Professor Vicente de Paulo Barreto, dou então aí o espaço para fazer esse fechamento desse nosso evento, dessa nossa conferência, desse debate TVCon dessa noite. São poucas palavras, somente para agradecer a presença de todos, amigos, professores, alunos, colegas dos ensinos, e principalmente agradecer ao professor François Ost, que atravessou o oceano e para que veio passar rápidos 3 dias em terras gaúchas para nos brindar com essa reflexão sobre o justo, sobre a justiça, que é a reflexão central do nosso programa, do nosso projeto político-pedagógico da Escola de Direito da Unicinos. Muito obrigado a todos e boa noite. Muito obrigado a todos presentes aqui, muito obrigado a todos que vieram ao Teatro São Pedro, muito obrigado, uma boa noite a todos.